Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de cette édition au sommaire. L'exploitation du gaz naturel au Sénégal permettra de produire 1 200 000 tonnes d'urée par an. Le projet ficelé dans ce sens tourne autour de 1000 milliards et va générer 175 milliards de francs CFA de revenus commerciaux par an. La délégation générale au pèlerinage au lieu saint de l'islam a entamé ses préparatifs. Les visites d'aptitude ont démarré au hangar des pèlerins de Yoff. Cette année, c'est un quota de 12 860 pèlerins octroyés par le royaume saoudien. Amélioration de la mobilité dans la nouvelle ville de Diamniadio. Le gouvernement anticipe sur la gestion des flux. Au total, 4 grands ouvrages, dont un qui est déjà réceptionné. De nouvelles infrastructures qui s'ajoutent aux précédentes et qui accélèrent le développement socio-économique du pôle. Ce matin, nous allons emprunter la rue du Capitaine Javelier à Ziguinchor et la Brite Banque, commerces et autres services. Le capitaine Javelier fut un officier français qui a mobilisé les premiers tirailleurs sénégalais pendant la Grande Guerre. Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, parlons des externalités positives de l'exploitation du gaz naturel au Sénégal. Elle va permettre de produire 1 200 000 tonnes d'urée par an. Le projet va coûter 1000 milliards de francs CFA et pourra générer 175 milliards de francs CFA en termes de revenus commerciaux par an. Le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent et Petrosen Trading Service ont signé une convention de partenariat pour la réalisation de ces études d'impact économique. Salut Sek. Les découvertes du gaz et du pétrole auront également des impacts positifs sur l'agriculture sénégalaise. Ces ressources naturelles vont permettre au Sénégal de disposer d'une unité industrielle de production d'urée à partir du gaz naturel, un projet porté par Petrosen Trading et Services. Nous allons valoriser localement le gaz naturel que notre pays a découvert au large de ses côtes. Et ce gaz naturel va être transformé, d'abord en hydrogène, ensuite en ammoniac, puis en urée. L'usine va avoir une capacité de 1,2 million de tonnes. Donc cela va largement satisfaire les besoins nationaux du Sénégal. Ce projet, d'après les projections que nous avons, va permettre de faire entrer environ 175 milliards de francs CFA par an en termes de revenus commerciaux nets. Cette signature de partenariat matérialise ainsi la collaboration entre Petrosen Trading et Services et le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent. Le boss est chargé donc de faire les études d'impact du projet. Nous allons avoir tous les pans de l'économie qui vont être impactés. Nous parlons d'un investissement de 1,52 milliard de dollars. Ça, c'est un investissement direct et il va constituer un impact direct sur le produit intérieur brut du Sénégal. L'autre pan le plus important, c'est qu'on aura à peu près plus d'1 million de tonnes qui vont être destinées à l'exportation. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que les coûts de production actuels du Sénégal, est-ce que nos facteurs de production nous permettront d'être compétitifs sur le marché. Les deux structures comptent relever le défi pour participer à la souveraineté alimentaire de notre pays. Le projet d'urée est un projet qui correspond exactement à une valorisation du gaz. On est le seul pays dans cette zone-là à avoir et le P et aussi l'urée. Donc, il ne manquera plus que le cas pour connaître des engrais NPK. Donc ça, c'est une vraie chance pour le Sénégal d'avoir un tel projet. C'est effectivement le plus gros projet onshore. On a les compétences sénégalaises pour mener à bien ce projet. L'émergence de notre pays, nous pouvons y arriver avec nous-mêmes. Ça, c'est une valeur qui n'est pas mesurable. Aujourd'hui, le boss, de par son positionnement de suivi de la mise en œuvre de l'intégralité des projets réformes phares, aussi bien dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie et autres, a cette capacité au bout de 10 ans, et ça a été démontré, de faire ce travail-là, de le faire, comme vous dites, avec professionnalisme, avec compétence, mais aussi avec patriotisme. Au-delà donc de ces missions classiques, Petrosen Trading et Services apporte son concours pour trouver une solution à la dépendance du Sénégal concernant l'importation des engrais. Le Sénégal prépare la 13e conférence ministérielle de l'OMC prévue du 26 au 29 février à Abu Dhabi. Elle se tient dans un contexte économique assez difficile après la Covid et la guerre en Ukraine. Notre pays entend parler de plusieurs sujets comme la réforme de l'Organisation mondiale du commerce, les subventions sur les pêches, les stocks, etc. Fatima Tabanelba.
Dans une semaine, les ministres en charge du commerce des 166 pays membres de l'Organisation mondiale du commerce tiendront leur 13e conférence afin d'examiner le fonctionnement du système commercial multilatéral et de prendre des mesures pour les travaux futurs de l'OMC. Cette édition intervient dans un contexte économique mondial difficile marqué par les effets induits de la COVID-19, mais également de la guerre en Ukraine. En prélude à cette rencontre importante, une retraite du Comité national des négociations commerciales internationales, CNCI, a été organisée avec les différents partenaires. Le CNCI a pour mission de définir les objectifs de négociation commerciale internationale, de formuler et harmoniser les positions irrelatives, donc sur le plan multilatéral, régional et bilatéral, de faciliter la gestion et la mise en œuvre des accords commerciaux. Les discussions ont porté essentiellement sur les secteurs clés de notre économie que sont la pêche et l'agriculture, des secteurs pourvoyeurs d'emplois. Les sujets les plus importants qui vont être discutés cette année, ce sont les subventions sur les pêches. Il y a déjà beaucoup d'avancées, mais il y a encore beaucoup de propositions à faire pour protéger davantage nos économies. Il y a aussi la question des produits alimentaires, les produits agricoles, avec la détention de stocks publics. L'autre point, c'est la réforme de l'OMC, notamment le comité des différends. Donc c'est beaucoup de sujets sur lesquels les différents acteurs du commerce mondial, du commerce au Sénégal, mais ceux qui interagissent beaucoup avec l'extérieur, nous devons nous entendre, harmoniser nos positions, les partager et préparer cet événement. Les problématiques du commerce mondial et les modalités de participation de notre pays dans ce domaine sont des défis majeurs qui interpellent également le secteur privé. La contrainte la plus tenue, de mon point de vue, sur l'environnement des affaires et sur laquelle la CNUSED considère que le Sénégal a des progrès à faire, c'est le foncier. Pour la Côte d'Ivoire, c'est l'insécurité. Pour le Maroc, c'est l'eau. Pour l'Éthiopie, c'est les capacités humaines. Mais pour le Sénégal, c'est le foncier. Ce problème, il est latent. Il dure depuis quelque temps. La troisième chose, c'est que pour créer des conditions d'émergence de capacités domestiques chez nous, il nous faut forcément une nouvelle gouvernance de la commande publique. Des sujets sur lesquels la doctrine et la position de l'État du Sénégal est claire. Donc nous essayons de mettre en œuvre, protéger au maximum les filières, les entreprises qui s'améliorent d'année en année avec le cadre économique favorable, mais aussi toutes ces dispositions qui sont prises pour leur permettre d'avancer, de consolider leur position. Selon le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, cette 13e conférence ministérielle de l'OMC sera un fort moment d'échange pour les États membres qui vont se pencher sur de nouveaux sujets, tels que la facilitation de l'investissement pour le développement ou encore l'intégration des micro, petites et moyennes entreprises au commerce international. Cette rencontre a vu également la participation par visioconférence de la mission permanente du Sénégal auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, une participation qui a été bien appréciée. L'UFR Santé de l'Université Assane Seck de Ziguinchor prépare la deuxième cohorte de master en thérapie de suppléance rénale. Un amphi de rentrée a été organisé à cet effet avec la participation d'éminents professeurs. Mariama Bangora, RTS 4 Casamance. Démarrée depuis l'année dernière, la seconde cohorte du master en thérapie de suppléance rénale de Ziguinchor vient d'être lancée. Le déficit de personnel en néphrologie va bientôt être un vieux souvenir. La maladie rénale chronique connaît des proportions très élevées dans le monde et en Afrique et au Sénégal. Et je pense que ces étudiants vont renforcer quand même les centres de dialyse qui sont un peu partout, qui sont disponibles dans toutes les régions du Sénégal. Dans un contexte de démarrage de la transplantation rénale au Sénégal, cette formation vient à son heure. On espère bien la transplantation rénale. Il y a une particularité parce que c'est une nouvelle technique, ça vient de démarrer. Et c'est des malades qui seront sélectionnés. Et donc c'est toujours bien aussi d'avoir des ressources humaines qualifiées parce que c'est important la transplantation. La nouvelle équipe de l'UFR Santé de l'Université Assane Seck de Ziguinchor félicite les initiateurs. Je tiens à remercier le ministère de la Santé et de l'Enseignement supérieur qui, à travers son université, a permis d'ouvrir une formation en thérapie de suppléance rénale. Alors c'est un moyen certain, sûr, de consolider l'échiquier sanitaire du Sénégal. Diane Faye, étudiant de la première cohorte, espère un recrutement à la fin de sa formation. On fait un appel à l'État du Sénégal de recruter
un nombre satisfaisant de techniciens de master, d'apporter aussi une opportunité aux paramédicaux d'avancer dans leur statut. 70 étudiants venus de toutes les régions du pays prennent part à cet amphi de rentrée. Ils sont étudiants, infirmiers et médecins en quête de spécialisation en néphrologie. Nous parlons des préparatifs du pèlerinage au lieu saint de l'islam. C'est le grand rush au hangar des pèlerins d'Ayof où se font les visites d'aptitude. Les candidats ont encore 10 jours pour s'inscrire et cette année, l'Arabie Saoudite a octroyé au Sénégal un quota de 12 860 pèlerins. Mamoudou Sakine. Le 29 février 2024 est la date limite des inscriptions pour le pèlerinage au lieu saint de l'islam. À 10 jours du délai de rigueur, c'est la forte mobilisation au hangar des pèlerins à Yoff. maa ngi waaj a def sama formalité yi def naa santé mooy kiiwal nañ ma sama tension. Je suis venu faire les formalités d'usage. Les médecins ont contrôlé ma tension. Ils ont également effectué un prélèvement de sang. Tout s'est bien passé. waaw lépp jaar na yoon lépp jaar na yoon lépp jaar na yoon lépp jaar na yoon. Comme Pape Siringom, ils sont des centaines à effectuer le déplacement au quotidien pour passer cette étape cruciale pré-Hajj. C'est un processus bien établi. Le processus est ainsi défini pour les pèlerins qui vont avec la délégation. Il y a une formule de préinscription au niveau des agences de banque islamique à travers le Sénégal. Ils vont faire un versement de 4 200 francs. Et après avoir fait le versement, ils peuvent passer la visite médicale dans leur localité respective. Je signale au départ que pour verser le reliquat, il faut le bordereau authentique. Accomplir le pèlerinage requiert de la force physique, d'où la nécessité de faire la visite d'aptitude. S'il n'est pas apte, nous lui faisons des prescriptions et nous lui donnons rendez-vous. Il revient après pour qu'on voit. Il fait un bilan aussi. Et il y a également une équipe de spécialistes avec lesquels on peut les mettre en rapport. Donc tout dépend de la pathologie. Les vaccins, c'est après la consultation. S'ils sont aptes, c'est en ce moment qu'ils doivent aller prendre la vaccination. Au niveau du service d'hygiène, les vaccins qu'ils prennent, c'est le vaccin anti-amaryle contre donc la fièvre jaune. Ensuite, le vaccin contre la méningite. Cette année, l'Arabie Saoudite a accordé au Sénégal un quota de 12 860 pèlerins. La délégation générale va convoyer les 1860. Le premier vol quitte Dakar le 27 mai 2024. Sport, en bref, retenez que Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid selon le quotidien espagnol Marca. Il va signer un contrat de 5 ans avec un salaire qui avoisine les 20 millions d'euros net par an, environ plus de 13 milliards de francs CFA. Selon Marca, la signature de Mbappé au Real de Madrid sera officialisée dans les prochains jours, donc avec l'attaquant parisien. Voilà, pour Kylian Mbappé. Canoë-kayak à présent, Yves Boris se qualifie aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Notre compatriote a remporté le seul ticket homme réservé à l'Afrique. Le kayakiste sénégalais a surclassé ses plus grands rivaux algériens et sud-africains, Jacob Der et Tanda Raniaï. C'était notre représentant kayakом. Le canoë slalom, l'épreuve la plus difficile quand il s'agit de godiller dans l'eau. Une eau étant très actionnée, surtout par les puissantes pompes. 300 mètres à parcourir dans des eaux extrêmement troublantes. Toucher, rater ou une porte, mais également un poteau, ne pas respecter l'ordre de franchissement va entraîner une pénalité dans le temps. Au bassin artificiel de Sainte-Suzanne, à l'île de la Réunion, ici, au niveau de l'océan Indien. Voici les eaux vives et troublantes avec le numéro 1 du continent africain, Yves Boris. Yves Boris, avec l'habileté, la finesse, on admire la capacité de se mouvoir et ceci a donné un nouveau souffle pour le ticket pour les Jeux Olympiques au canoë-kayak sénégalais. On a plutôt un style de navigation assez différent, donc souvent on fait chacun dans notre coin, on se retrouve pendant les compétitions ou en famille, mais
manière, en termes d'entraînement, moi je me rapproche plus d'un Nicolas Gestin en termes de style de navigation, donc j'essaie un peu de m'inspirer de lui. Et dans le lot, Jean-Pierre Boris, c'est le grand frère qui a remporté la 2e place chez les Africains, mais le quota a indiqué une seule place. Évidemment, ça a été très très bon pour le moral de la fédération. Du côté de la fédération sénégalaise, on s'en félicite. Pas trop mieux, au point de vue environnement, climat, accueil et un bassin qui répond aux normes au niveau international. C'est un vraiment plaisir. Mais regardez toute la difficulté avec les autres champions africains, le Kenya, Mori Usu, qui sont les difficultés de la table. Mais le charme pour les Africains était de côtoyer les champions olympiques et du monde à l'occasion d'une compétition de très très haut niveau. Voilà donc le kayakiste sénégalais qui se qualifie aux Jeux Olympiques Paris 2024. Dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions. « 39 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe mobilisée par l'État du Sénégal pour améliorer la mobilité dans la nouvelle ville de Diamniadio. Notamment au total 4 ouvrages dont l'un est déjà réceptionné. Le gouvernement a anticipé sur les problèmes de mobilité qui pourraient être notés dans le pôle urbain qui abrite de nouvelles infrastructures. Nous suivons ce reportage d'Ibrahim Ndonga. Dans sa logique de garantir l'accès universel à l'électricité, Senelec a connecté 14 villages et 11 hameaux ici dans la commune de Dia à Kaolack. Le raccordement rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans les zones périurbaines et rurales. La réalisation a fait bien des heureux. Dans ces localités, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre vers le progrès. Il n'y a pas un mot plus significatif pour vous dire merci. En tout cas, vous avez éclairé à partir d'aujourd'hui la commune de Dieu. Et avec une grande fierté que nous rendons un vibrant hommage à notre bienfaiteur, le DG Pape Mademba Biteye. Des perspectives de développement, notamment pour les jeunes et les femmes de la commune de Dia. Ces derniers vont pouvoir s'adonner à des activités génératrices de revenus. Monsieur le maire, vous venez d'inaugurer une nouvelle ère. Les témoignages que nous venons d'écouter témoignent à éloquence la vision pertinente de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Parce que pour pouvoir soulager les populations de ces contrées, il faut faire le tour du Sénégal, comprendre ce que les populations vivent, mais surtout avoir le cœur et la volonté de les soulager. C'est ce que le président Macky Sall a fait à travers son programme d'accès universel à l'électricité, où nous allons inonder toutes les localités du Sénégal. Senelec veut garantir l'accès équitable à l'électricité. Devant l'Assemblée, Papa Mademba Biteye a tenu à rassurer les maires des autres localités se trouvant dans le périmètre de Senelec. Le processus d'électrification va se poursuivre. Ceci est une étape, mais nous allons venir dans vos localités. Nous allons électrifier ces localités comme demandé par son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, parce que vous le méritez, parce que vous êtes des Sénégalais. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de témoigner ma fierté à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est d'avoir matérialisé la vision de son Excellence, Président de la République. Mais également, ma fierté d'électrifier ces 14 localités ou bien ces 25 localités. L'investissement est évalué à 630 millions de francs CFA. Dans le projet, l'État du Sénégal bénéficie de l'appui de la Banque africaine de développement. La vision, garantir l'accès universel à l'électricité pour impulser un développement local durable.
Voilà, donc merci Claire Diop. Il s'agissait de l'électrification de 25 localités de la commune de Dia dans la région de Kaolack avec le directeur général de la Sénélec, Papa Mademba Biteye. Je vous le disais, 39 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe mobilisée par l'État du Sénégal pour améliorer la mobilité, anticiper plutôt donc la mobilité de la nouvelle ville de Diamniadio. Au total, 4 ouvrages, dont l'un déjà réceptionné. Le gouvernement a anticipé sur les problèmes de mobilité qui pourraient être notés dans le pôle urbain et qui abritent de nouvelles infrastructures. Nous suivons le reportage d'Ibrahim Andanga. Voilà, donc nous en venons à la rubrique dossier. Je vous le disais donc avec le gouvernement qui anticipe notamment sur la mobilité urbaine dans la nouvelle ville de Diamniadio. 39 milliards 500 millions de francs CFA qui ont été mobilisés. 4 ouvrages au total, dont l'un qui est déjà réceptionné, notamment du Diamniadio qui abrite de nouvelles infrastructures qui accélèrent son développement socio-économique. Le reportage d'Ibrahim Andanga. Anticiper pour un futur prometteur. Dans la nouvelle ville de Diamniadio, l'environnement est toujours dominé par une progression dans tous les secteurs d'activité. Une ville moderne avec des installations de haute qualité arrimées aux standards internationaux. Un lieu propice aux affaires qui nécessite une certaine considération. Les autorités l'ont bien compris et c'est tout ce qui justifie les nombreux ouvrages en cours de réalisation. Cet autopont en phase d'exécution sur la Nationale 1 témoigne de la volonté de l'État de faciliter la mobilité. L'ouvrage de la N1 répond à une projection future, c'est-à-dire avec la mise en service imminente de l'ouvrage du TER, en même temps aussi le début des activités du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs. Donc il y aurait un impact réel sur la Nationale 1, avec un cisaillement des gros porteurs à l'intersection entre la pénétrante du TER et la Nationale 1. Donc maintenant, c'est pour anticiper un peu sur ces problèmes qu'on a décidé de créer un ouvrage en dénivelé. Un ouvrage en dénivelé sur une hauteur libre d'à peu près 5,50 m, avec une distance, avec une longueur d'à peu près 173 mètres, sur un linéaire total de 400 mètres à peu près. À quelques jets de pierre, le pont du TER en cours de réalisation se dévoile. Un ouvrage qui suscite beaucoup d'espoir. Nous avons vraiment hâte de voir la fin des travaux. Cela va impacter positivement notre travail. C'est un ouvrage qui va beaucoup nous aider. C'est une bonne chose parce que peut-être ça servira à desservir l'autre zone qui se trouve de l'autre côté. Maintenant, on espère aussi qu'ils vont ajouter des lampes, comme ça va être plus éclairé. D'habitude, quand on revient la nuit, c'est un peu sombre. Et on espère aussi que c'est compris dans les travaux. Un constat partagé par les piétons qui ont l'habitude de passer par ici pour aller à la gare du TER, à l'image des personnes du 3e âge. Ça, c'est très bon. Si c'est prêt, là, c'est facilité pour nous, surtout nous, le 3e âge. Parce que quitte jusqu'au croisement à côté de Diamniadio, se marche au pied jusqu'à là. Parce que le Jakarta, ce n'est pas prudent pour le vieux. Moi, je marche mon pied, je passe au terre, je vais aller juste au ministère. La pertinence de ce projet s'explique par l'accès difficile à cette zone. Le pont du train express régional est l'un des ouvrages les plus stratégiques à Diamniadio. Avec la réalisation des travaux de la CETER, c'est-à-dire les rails, donc cette partie de Diamniadio a été coupée en 2. Donc maintenant, ceux qui veulent franchir cette portion pour rejoindre la ville de Diamniadio, ils étaient obligés de prendre la sortie 12 et faire un trajet assez compliqué. Maintenant, c'est pour apporter une solution à ça que l'État a décidé de construire cet autopont qui s'étend sur à peu près sur 950 mètres avec un tablier d'à peu près 455 mètres. Je disais avec la mise en service du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs de Diamniadio. Donc maintenant, cet ouvrage va permettre aux gros porteurs à destination de ces lieux d'avoir un accès facile. Et les travailleurs qui sont au niveau de la sphère de Diamniadio, eux aussi, ils auront une facilité d'accès à partir de la Nationale 1. Ce sont les mêmes opportunités que l'on retrouve avec l'ouvrage du dédoublement du CICAD, un ouvrage qui permet non seulement d'améliorer la circulation, mais aussi de lutter contre les risques d'accident dans une ville en constante progression. C'était en 2 fois une voie.
avec un séparateur central. Donc ce qui n'offrait pas l'opportunité de faire un doublement. En cas de panne, maintenant une voie serait neutralisée complètement. Donc maintenant, pour compléter un peu l'échangeur, avec des compléments comme la bretelle qui est là, une bretelle d'insertion pour aller à Diamniadio qui n'existait pas et qui est une composante du projet. Et en même temps aussi, construire un nouveau pont à côté du pont existant. Un pont de 87 mètres linéaires en 3 travées. Maintenant, cet aspect il vient en complément des projections futures. C'est dans ces projections futures qu'il faudra inclure le pont du stade, un pont qui permettra de desservir l'université Amadou Mokhtar Mbow et le stade du président Abdoulaye Wade. Tous ces ouvrages n'ont qu'une seule finalité, améliorer la mobilité à Diamniadio. Plus de 39 milliards, c'est l'enveloppe qui a été dégagée par l'État du Sénégal pour relever le défi. Voilà, et dans un instant, la rubrique découverte. Voilà, nous allons à la découverte de la rue Javelier à Ziguinchor. Elle est l'une des artères les plus fréquentées de la ville. Commerce, banques et autres services, beaucoup d'activités s'y concentrent. Zoom sur cette rue, dont l'histoire est intimement liée à celle de Ziguinchor. Abdoulaye Sinkare, RTS 4 à Casamance. C'est sans nul doute l'une des rues les plus passantes et les plus connues de Ziguinchor, la rue Javelier. Bon, vous savez, en ville, ici c'est le cœur de la région de Ziguinchor. Ce nom a beaucoup transcendé des générations. Cœur de la ville, même si certains pensent que la rue a perdu de sa superbe. Le mur conseil départemental. Il y avait ici un marché qu'on appelait marché Touba. On y vendait des habits, des chaussures, etc. Aujourd'hui, toute la vie de cette rue repose sur les banques avec les fonctionnaires qui viennent percevoir à la fin du mois. Grand chose n'a pas changé ici. Il y a les mêmes bâtiments. Il y a juste la chaussée qui est goudronnée maintenant. Ce qui me plaît ici, c'est les relations que j'ai tissées. Mais d'où vient le nom de cette allée devenue célèbre? Capitaine Javelier. Javelier était un officier français qui s'est rendu célèbre ici par le fait qu'il a été celui qui a conduit les tirailleurs sénégalais au nombre d'une centaine au début de la Première Guerre mondiale sur les champs de bataille. Un nom passé à la postérité grâce à cette rue d'environ 1 kilomètre qui traverse le quartier Escale, un quartier tout aussi historique. C'est l'histoire véritablement d'une cité coloniale qui était un comptoir, ce qu'on appelle une escale. Et ce n'est pas un hasard que, disons, les bâtis ici portent le nom d'escale, l'équivalent de la city chez les Anglais. Si vous observez bien, c'est, disons, un plan d'urbanisation qui obéit un peu au schéma occidental avec des rues qui se coupent à angle droit, ce qu'on appelle le plan Damier. Du commerce aux banques en passant par l'artisanat ou la pêche, tous les secteurs sont présents à la rue Javelier. Sa vocation commerçante remonte de bien loin. Il faisait toujours bon, bien entendu, de longer la rue Javelier depuis le port jusqu'à la sortie au niveau du rond-point appelé aujourd'hui rond-point Jean-Paul II. C'était une rue très, très attractive au début des indépendances. C'est là où il y avait non seulement le commerce tenu parti par les Libano-Syriens, tenu parti par les compagnies françaises qui vendaient effectivement les produits manufacturés. C'était la grande rue commerçante avant que les marchés ne se développent ailleurs. Au fil du temps, la rue Javelier est devenue le symbole d'un Ziguinchor moderne, cosmopolite et ouvert sur le monde.
Voilà, merci beaucoup Abdoulaye Sinkare. Ce matin, donc, nous étions dans la rue Javelier à Ziguinchor avec Abdoulaye Sinkare. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je vous retrouve pour la version Wolof.